pense que tous les trois, donc mon grand-père, ma mère et moi-même, on a eu un peu tous cette même volonté de se battre pour une personne que l'on aime, une épouse, une mère ou une grand-mère. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeune et Brillant, le podcast en partenariat avec MCE. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler de famille et de la responsabilité qu'elle peut engendrer. Pour ça, je reçois Chelsea qui a grandi avec ses grands-parents et sa mère et qui a été très vite confrontée à la perte d'autonomie de sa grand-mère. Elle va nous raconter son histoire et comment ça a influencé ses relations et sa vie quotidienne. Bonne écoute! Chelsea, bienvenue sur Jeune et Brillant, merci beaucoup d'être avec moi pour ce nouvel épisode. Comme je disais en intro, on va parler aujourd'hui de famille. Donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu? J'ai pour habitude de laisser mes invités se présenter, donc à toi l'honneur. Bonjour Marion, merci pour l'invitation sur Jeune et Brillant. Alors moi je m'appelle Chelsea, j'ai 25 ans, je suis sortie d'études il y a 2 ans, je travaille aujourd'hui à Paris. Ok. Et voilà. Et t'as grandi où? Comment ça s'est passé? Dans quel contexte familial t'as grandi? Alors moi j'ai grandi dans un contexte familial, avant toute chose en zone rurale, dans le centre de la France. Mon cocon familial plus précisément était composé de ma mère et mes grands-parents. Donc on vivait tous les 4 ensemble dans la maison familiale. Contexte familial qui sort un peu du commun de par sa composition. Mais qui pour autant a été pour moi une grosse richesse. Donc du coup tu me dis ta mère, tes grands-parents, père absent? Oui. Tes parents ils se sont séparés très tôt? J'ai toujours été élevée par ma mère et mes grands-parents. D'accord. Et t'as toujours grandi aussi avec tes grands-parents? Exactement. Et donc comme je disais en introduction, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ta grand-mère a eu une perte d'autonomie très tôt dans ta vie. Comment toi tu l'as vécu? Alors cet événement en tant que tel est... Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu dans le contexte, comment ça s'est passé avec ta grand-mère? Alors dans les faits, c'est quelque chose qui s'est immiscé dans notre vie de manière très, très subtile, si on peut dire. L'événement marquant, c'est quand j'étais en CE2, on apprenait à poser les divisions et ma grand-mère qui travaillait dans les chiffres s'est rendue compte qu'elle ne savait plus poser une division. Chose qui peut paraître assez anodine, mais qui a quand même suscité beaucoup de questionnements de la part de ma mère et de mon grand-père. Et s'en est découlé tout un cycle de rendez-vous médicaux auprès de spécialistes. Donc on passe par des psychiatres, des orthophonistes pour comprendre qu'est-ce qui commençait à se passer dans la tête de ma grand-mère. Et au fur et à mesure des années, on a vu une perte d'autonomie totale en passant par le fait de ne plus reconnaître ses proches, donc notamment mon grand-père qui était son époux, ma mère sa fille et moi sa petite fille. Et on laisse aussi entrer quelque chose dans son quotidien auquel on n'est pas préparé. Au final, on s'adapte chaque jour, chaque année aux faits et à la place qui est de plus en plus importante qui sera prise par cette démence qui au final impacte pas seulement une personne mais toute une famille, tout un foyer. Ok. Et toi par exemple, est-ce que tu te considères comme avoir été jeune aidante? Est-ce que très jeune t'as dû aider, que ce soit ta mère ou ta grand-mère ou ton grand-père? Est-ce que t'as dû endosser ce rôle? Au niveau du rôle d'aidant, notamment jeune aidant, on choisit pas de le devenir, mais c'est plutôt quelque chose qui s'applique à soi-même, qu'on le veuille ou non. On se retrouve confronté à des situations où on va devoir être impliqué et aussi qui vont impacter notre quotidien, notre mode de vie. Et c'est notamment sur le mode de vie où on a vraiment beaucoup de changements, de situations où on doit s'adapter, où on va devoir apprendre à s'oublier. Et en fait, cette personne aidée va au final prendre un rôle central dans ta vie et dans tes priorités. Ok. Et justement, là, tu parlais de quotidien. Ça ressemblait à quoi votre quotidien à cette époque-là? Et ça a duré combien de temps, combien d'années à peu près? Alors, toute cette période, elle a duré à peu près 10 ans. Donc, ça représente quand même une grande partie de ma vie aujourd'hui, comme j'ai que 25 ans. La place dans le quotidien, elle a vraiment évolué au fur et à mesure des années et de l'évolution de cette maladie. C'est-à-dire qu'au début, on reste sur quelque chose de
minime, si on peut dire, des rendez-vous médicaux par-ci, par-là, pour déjà essayer de trouver la cause de ces changements. Donc à ce moment-là, ça impactait plutôt mon grand-père qui était la personne qui emmenait ma grand-mère dans les rendez-vous médicaux et autres. Et petit à petit, après qu'il y ait eu certains diagnostics de posés, on se rend compte vraiment d'une perte totale d'autonomie et une création de dépendance. Très brièvement, au début, il y a une perte de reconnaissance des proches. Quand c'est des proches éloignés, après les proches du premier cercle, on va dire, du cercle familial. Et sur les dernières années, on avait vraiment une perte totale d'autonomie qui allait au début par le passage d'infirmière à la maison, donc à base de 2 à 3 fois par semaine, jusqu'à ce que ça devienne quotidien. Donc là, à ce moment-là, ça commence quand même à rentrer de manière assez importante dans ta sphère. Et sur les dernières années, une dépendance totale qui nécessitait une aide médicale quotidienne et donc un placement au sein d'établissements spécialisés. Ok, justement, j'allais demander si vous aviez eu des aides extérieures, mais à part le soutien médical, vous n'avez pas eu un soutien, par exemple, pour vous aider dans les tâches ménagères ou des choses comme ça ? Alors, c'est des dispositifs qui existent. Ouais. Après, propre à chacun de les mettre en place ou non. Ça reste malgré tout des dispositifs qui représentent un coût financier. Donc, tout le monde ne peut pas se le permettre. Moi, pour ma part, ça a été une décision voulue de ne pas mettre en place cette aide ménagère. Parce que c'est quand même difficile de laisser rentrer des personnes dans son quotidien, dans sa maison. Ça reste une intimité. Et dans les autres moyens mis à disposition pour accompagner les familles, je sais qu'il existe des dispositifs financiers, des aides régionales, des aides départementales. Néanmoins, on vient très rarement face à toi pour te dire voilà, il existe ça, à toi de choisir. C'est vraiment à base de recherches qui peuvent être très longues. Une fois que tu trouves certaines solutions, il faut que tu puisses répondre aux conditions. Et après, la mise en place peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. À la limite, c'est déjà trop tard, quoi. Souvent, c'est déjà trop tard. Ouais. Tu as déjà adapté ton quotidien pour gérer ces situations. Puis la charge mentale que ça engendre de faire toutes ces démarches administratives, des fois, t'as l'impression que ça vaut même pas le coup au final. Oui, parce qu'on se rend pas compte. Mais bon, par exemple, mon grand-père était retraité, donc il avait du temps. Ma mère, derrière, elle travaille, enfin, elle travaillait, elle a toujours travaillé. Donc, rajouter ce temps à allouer, c'est très compliqué. Elle avait aussi sa fille à élever derrière. Donc moi, à ce moment-là, j'étais fin collège, début lycée. C'est quand même des périodes de vie assez importantes dans la construction d'une personne. Faut juste pas lâcher, continuer de se démener. Mais on se retrouve vite seul, justement. Vite seul et parfois l'abandon semble la meilleure option parce qu'on a déjà une très grosse charge mentale à gérer au quotidien. Et justement, tu parlais de construction de toi. Et est-ce qu'il y a des choses dans ton enfance qui sont passées au second plan ? Par exemple, l'école ou des activités extrascolaires que tu n'as pas pu faire parce que justement ta grand-mère prenait beaucoup de place ? Alors pour ma part, ça n'a pas impacté mon parcours scolaire ou extrascolaire. J'ai toujours eu la chance de pouvoir faire plusieurs activités depuis mon plus jeune âge. Et justement, sur ce cadre-là, on ne m'a pas mis à part, on ne m'a pas empêché. J'ai vraiment eu une enfance remplie d'amour et de moments de joie et de moments de vie. Donc sur cet aspect-là, j'en suis très reconnaissante justement qu'on ne m'ait pas dit bah voilà, aujourd'hui on ne peut plus faire telle activité ou autre. Et sur le plan scolaire, j'ai jamais eu de difficultés, donc tout s'est bien déroulé. Ok. Et le fait que vous soyez en zone rurale, est-ce que ça a eu un impact, ça ? Maintenant que toi tu vis à Paris, est-ce que tu as senti une différence de niveau de soins ou de... Alors, sur le suivi médical, avant le diagnostic, je pense que si on avait été en zone urbaine, du moins dans une zone où on n'est pas dans un désert médical,
on aurait pu avoir des réponses beaucoup plus rapidement et surtout, dans certains cas, éviter les 200 km de voiture pour aller voir un spécialiste. Ouais, c'est ça. C'est qu'il faut pouvoir les faire. Faut aller dans des grandes villes, quoi, pour aller voir des spécialistes un peu renommés, quoi, entre guillemets. Et même pas renommés, d'ailleurs. Et oui, et même juste disponibles sans prendre un délai de 6 à 8 mois. Parce que des fois, 6 à 8 mois dans ce genre de maladie, c'est énorme. Ça peut aller très vite. Donc, effectivement, être en zone urbaine, ça aurait pu être une meilleure solution, mais aussi, au-delà du suivi médical, avoir plus d'écoute de gens vivant les mêmes situations. Je pense qu'en zone rurale, on a un peu plus de pudeur parce que on est moins confronté à des situations qui nous paraissent pas normales. Donc après, c'est comme tout, c'est une question de mobilité. Nous, on avait la chance d'avoir de la mobilité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais. Mais ta mère, elle en a fait sa priorité, quoi, quand même. Enfin, genre, t'as pas vraiment le choix, mais c'est quand même un choix au final de décider de prendre la voiture, de faire 200 km pour aller à tous ces rendez-vous. Enfin, c'est quand même fou, quoi. Mais alors, je pense que tous les trois, donc mon grand-père, ma mère et moi-même, on a eu un peu tous cette même volonté de se battre pour une personne que l'on aime, une épouse, une mère ou une grand-mère. Donc, je pense qu'on a un peu tous agi avec le cœur. Ma mère, effectivement, a été très dévouée pour sa maman, mais avant toute chose, il y a eu quand même mon grand-père qui a fait une grosse partie du job, si on peut dire. Mais pour autant, j'ai pas ressenti une maman qui sacrifiait par exemple sa fille pour sa mère. Et je pense que j'en suis très reconnaissante aujourd'hui parce qu'on s'en rend pas compte sur le moment. J'étais jeune, donc on perçoit pas toutes ces situations. Mais je pense qu'elle a su pendant plusieurs années jouer d'un équilibre très agile que peu de monde, je pense, pourrait appliquer tout en continuant sa carrière et autres. Ouais, ça peut paraître insurmontable en vrai. Enfin, moi, vu de l'extérieur, je me dis waouh, quelle femme. Ouais, exactement. Après, ma maman travaille dans le milieu médical. Ah, ok. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous a mis dans une position plus avantageuse contrairement à d'autres foyers, parce qu'elle connaît le cycle de ce type de maladie. Elle connaît aussi le milieu hospitalier, comment ça se passe, la réalité des choses. Donc je pense qu'elle a su nous faire garder la tête sur les épaules d'une certaine façon, de par sa connaissance professionnelle. Là où quand tu n'as pas un pied dans le secteur médical, tu sais pas en fait, que ce soit les soignants ou autres, ils viennent pas forcément te donner autant de détails que ce que tu espères. À contrario, c'est vrai que nous on avait la chance d'avoir un peu cette double vision qui nous permettait de relativiser sur les situations. Et tu disais que ça avait duré 10 ans. Est-ce que y a pas eu des moments où vous aviez l'impression que ça allait jamais, enfin, que c'était sans fin, quoi? Alors, ou est-ce qu'au contraire vous vous accrochiez pour que ça dure? Il y a eu plusieurs étapes. Les premières étapes de perte de mémoire, si on peut dire. En fait, on ressent une descente, mais on ne sait pas quand on va toucher le fond. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure des mois et des années, on voyait des situations qui changeaient, mais on ne savait pas jusqu'où ça pouvait aller. Et on aura beau nous dire ce qu'on veut, on ne se rendra jamais compte jusqu'à quel point un proche peut perdre en autonomie. Enfin, voilà. Donc il y a eu cette première phase où on savait que ça allait diminuer en termes d'autonomie, mais on ne savait pas jusqu'à quand. Et après, on a eu cette deuxième phase où ça allait très très vite. Donc là, vraiment, la perte d'autonomie, on commençait à faire venir des infirmières à la maison et autres. Et cette période-là, je pense qu'elle a été surtout difficile pour mon grand-père, qui voyait en fait un lien se réduire petit à petit, ce lien d'amour qu'il a avec ma grand-mère. Moi, j'étais plutôt dans une phase d'incompréhension et en même temps dans l'adolescence. Et honnêtement, pour ma mère, je pense que c'était toujours cette phase de pied à terre, enfin la tête sur les épaules, et elle savait, mais je pense qu'elle a minimisé beaucoup de choses pour nous préserver d'une certaine façon, enfin du moins surtout moi. Et après la dernière phase où tu n'avais plus du tout d'autonomie, où ma grand-mère du coup était dans un EHPAD, alors là on est sur une sorte de stagnation où en fait elle est déjà plus en capacité de manger seule, de faire sa toilette, il n'y a plus d'échange. Je sais, il y a aussi la perte de communication qui est très marquante.
à ce moment-là, on s'est dit juste, on attend, en fait, on sait qu'on ne regagnera pas en autonomie, on ne peut pas en perdre moins, et c'est à ce moment-là où, en fait, c'est le corps qui, intérieurement, va commencer à s'affaiblir, mais ça peut durer plusieurs années. Dans notre cas, ça a duré plusieurs années, et puis d'un coup, il suffit d'un événement et tout peut lâcher d'un coup, quoi. Ok. Justement, toi, t'étais en pleine adolescence. Est-ce que ça t'a impacté émotionnellement dans ta construction, tout ça ? Ça impacte, effectivement, oui, parce que moi, j'avais toujours eu le souvenir, par exemple, quand j'étais petite, tu rentres le samedi midi de l'école, tu vois, t'as ta grand-mère qui te fait à manger, des moments en famille, etc. Et c'est vrai que j'ai un peu l'impression qu'on m'a volé une part de mes moments familiaux. Enfin, du moins, en plus, c'était vraiment mon noyau familial le plus proche. Donc, de voir cette personne qui est toujours présente, mais tu ne peux plus construire de moments de vie comme tu as eu avant. Donc, t'as un peu ce manque, je vais pas dire que j'ai manqué d'amour, mais de création de souvenirs. Au final, moi, mes derniers souvenirs, moments de vie que j'ai vécu avec ma grand-mère étaient peut-être une dizaine d'années avant son décès. Donc, c'est quelque chose d'assez bizarre à expliquer. Et pour autant, on a toujours gardé une présence mutuelle. Mais c'est vrai que dans ma construction, je me suis toujours dit, moi aussi, j'aimerais bien faire ça avec ma mamie ou mon papy. Et après, chacun l'accepte comme il veut. J'ai eu des moments où j'étais très envieuse des autres, mais à côté de ça, tu vois, aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que je réutilise comme une force, que je me dis, t'as au moins eu la chance de les connaître. Il y a des personnes qui, eux, par exemple, n'ont pas eu la chance. Donc voilà, faut essayer de toujours tirer du positif, même dans des situations qui sont très compliquées. C'est bien. Et tu sentais pas parfois de la frustration ou de l'injustice, justement ? Si, évidemment, parce qu'on se dit toujours pourquoi moi et pas les autres. On sait pas, en fait, ça tombe tellement dessus d'une manière inattendue. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce moment où tu commences à rentrer dans cette spirale. Tu sais pas jusqu'où ça va te mener, et puis après, au final, tu le normalises, et voilà. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer. Je peux pas dire que c'est une injustice, c'est un fait, c'est comme ça, c'est tombé sur ma famille, ça tombe sur plein d'autres familles, il y a plein d'autres gens qui le vivent dans l'ombre, qui n'en parlent pas. Donc voilà, faut l'accepter, c'est très long à accepter, hein. Je dis pas que je l'ai accepté dès le début, il m'a fallu plusieurs années, mais je relativise quand même de ce que j'ai pu avoir. Et tu disais que tu tirais du positif de la situation. Qu'est-ce que t'as transformé en force ? Est-ce que si t'as transformé des choses en force d'ailleurs, mais qu'est-ce que t'as pu tirer positivement de ces expériences ? Une certaine force émotionnelle, mine de rien, que j'ai pas forcément su utiliser à bon escient au début, parce que forcément à un moment, tu vois, tu te renfermes parce que tu comprends pas ce qui se passe, tu peux pas forcément en parler avec tout le monde, mais cette force émotionnelle, j'ai su aujourd'hui la dompter et vraiment l'utiliser comme une énergie, tu vois, un peu comme cette étincelle qui va allumer un grand feu. Et c'est pas des situations que je souhaite à vivre, on souhaite à personne de vivre ce genre de situation, mais je me perds dans la... Désolée. Tu peux me reposer la question, s'il te plaît? Ok. Désolée. T'inquiète. Mais c'était bien en plus là. Qu'est-ce que t'as tiré de positif dans tout ce qui s'est passé justement? Tu veux que je change de question? Attends. Vas-y, change de question, c'est pas grave. Et pour les relations avec ta mère, est-ce que ça a eu des impacts dans vos relations entre elle et toi, ou entre toi et ton grand-père par exemple? Est-ce que tu t'es sentie assez soutenue parce que tu étais très jeune? Comme je disais tout à l'heure, on ne m'a pas mise à l'écart dans mon développement de petite fille et dans la création de bons moments. Ils ont toujours été présents pour m'offrir énormément de moments de joie, de vie. Et je sais pas si ça a été volontaire ou si ça s'est fait inconsciemment, mais on a su conserver quand même un équilibre très sain. On avait tous les trois conscience de la situation, de ce que l'on vivait. Et je pense que le fait qu'on reste soutenu,
enfin qu'on se soit soutenu et qu'on reste vraiment liés, nous a permis à chacun de continuer de se développer à des stades de vie différents. Donc après le niveau des relations avec ma mère, je pense qu'aujourd'hui c'est une grande bataille qu'on a menée toutes les deux ensemble. Je pense qu'on aurait pu s'en passer, mais en tout cas on s'est jamais lâché sur ça. Elle a toujours su être une maman présente, au-delà d'une fille présente pour sa propre mère. Ok, donc t'as jamais eu de rancœur envers elle ou... Non, franchement, j'ai jamais eu de rancœur parce qu'avant toute chose, faut quand même considérer que c'est pas une situation que l'on choisit. Bien sûr. Ça tombe comme ça et en fait, il n'y a pas de à qui la faute. Ça reste des problèmes de santé. On choisit pas. On peut faire en sorte d'essayer de minimiser les impacts, mais comme beaucoup de choses, la finalité reste la même. Et j'ai la chance d'avoir été témoin quand même de ma mère et de mon grand-père qui ont vraiment tout fait pour offrir les meilleures choses à ma grand-mère dans ce cycle de cette maladie. Donc en fait, moi j'en veux à personne. J'en veux à personne et je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Ok. Et avec tes amis ou à l'école, est-ce que tu te sentais parfois incomprise ou t'arrivais à en parler de ta situation familiale ? Alors moi, c'est une situation que j'ai toujours gardée sous silence vis-à-vis de mes amis. Parce que, effectivement, tu vois, on entendait parler un petit peu d'Alzheimer à l'époque. Enfin, on commençait à entendre un peu plus C'était parler. Alzheimer qu'elle avait, ta grand-mère ? Non, c'était pas Alzheimer. Justement, on n'a jamais eu de nom. C'était une zone du cerveau qui était touchée, mais il n'y a pas un nom en tant que tel. Donc, ce qui, par contre, te crée un peu une frustration parce que t'as pas... Une dégénérescence, voilà. Okay. Mais t'as pas de nom en tant que tel, contrairement à Alzheimer. Et... c'est vrai que moi, j'ai jamais eu l'occasion, au cours de mon enfance, d'échanger avec des personnes qui vivaient le même genre de situation. Puis c'était un peu cette pudeur, parce que tu sais qu'il se passe des choses chez toi qui sont pas la norme. Et du coup, moi, j'ai préféré le garder pour moi. Et est-ce que ça a été une bonne ou une mauvaise idée ? Je sais pas. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion d'échanger vraiment quand j'étais plus jeune de tous ces faits. Mais j'ai eu l'occasion plus tardivement, donc quand j'étais sur le milieu de mes études supérieures, donc quand même une petite dizaine d'années après, de parler avec des personnes qui ont vécu le même genre de choses, avec des proches qui le vivent encore. Et c'est vrai que moi, dans cette démarche, tu vois, j'ai envie de dire aux gens, en fait, n'aie pas peur d'en parler, n'aie pas honte, parce que c'est un fait, tu l'as pas choisi. Et on te reprochera jamais, en fait, d'avoir voulu te faire de ton mieux pour aider quelqu'un. Ouais. T'avais peur qu'on te juge ou qu'on te fasse des remarques blessantes ? Parce que c'est vrai qu'à cette époque, t'étais au collège, j'imagine. Ouais. C'est un moment de vie qui est pas facile, le collège. Les gens sont hyper méchants les uns avec les autres. Donc c'était ça un peu, c'était cette peur d'être différente, entre guillemets. Je dirais pas tant la différence... Parce que de manière générale, par rapport au collège, tu vois, j'étais déjà dans une situation différente de par la constitution de mon foyer, genre, élevée par ma mère seule, le cliché de la petite métisse en zone rurale. Tu vois, tu accumules déjà des différences. Mais c'est plus... c'est quoi le cliché de la petite métisse en zone rurale ? Il n'y en a pas beaucoup, c'est ça que tu veux dire ? Oui, voilà. Moi, j'ai grandi dans une ville où il y avait pas tant de métissage que ça à l'époque. Donc tu vois, t'en prenais déjà pour ton grade, des petites blagues un peu déplacées. Donc en vrai, c'était même pas tant de différence. T'as vécu du racisme ? Ouais, un collège ? petit peu. Ok. Un petit peu, tu sais, ces petites réflexions, tu sais, on te lâche des pots de Nutella, des choses comme ça, qui je pense sont plus de la bêtise que de la méchanceté. De la méconnaissance, quoi. Voilà, de la méconnaissance. Donc, en vrai, à ce moment-là, j'avais un peu d'autres batailles à mener. Mais c'est plus, je pense que c'est des sujets qui te prennent tellement de place intérieurement que t'as envie d'en parler avec quelqu'un. Enfin, t'aimerais, par anticipation, savoir que la personne pourrait te comprendre. Et en même temps, comme on savait pas où on allait, c'est assez bizarre, ouais. Et t'as déjà eu l'occasion d'en parler à un psy, peut-être, ou même pas ? Non, même pas. J'aurais pu. Mais voilà, moi j'ai plus été dans des démarches de lire des livres, faire de l'introspection, tu vois, plutôt dans une démarche solitaire. Après, j'ai trouvé ce qui m'aidait mentalement. Et puis après,
Moi, ma plus grande source de bonheur, c'est vraiment passer des moments avec les gens que j'aime. Et j'ai eu la chance de toujours être entourée de super bons potes. Et tu vois, je pense que ma plus grande force aujourd'hui, c'est ça, c'est d'avoir la chance d'avoir un entourage au-delà du cadre familial qui est incroyable. Je suis hyper reconnaissante de ça. Et tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai aucun mal de parler de ça avec mes amis. Et au final, on se rend compte qu'on a tous eu des dramas dans nos familles façon différente. Là, on parle d'un cas d'aidant parce qu'il y a une démence. Mais si je reprends tout mon groupe d'amis, il y en a qui ont été aidants parce qu'il y en a un qui a eu un proche qui a été malade, une maladie assez longue, type cancer. D'autres qui ont été aidants parce que l'un de leurs amis a perdu un parent. Enfin, au final, si on en parle, on se rend compte que beaucoup de personnes ont eu ce rôle d'aidant. Et je pense qu'avec plus de maturité, aujourd'hui, on est content de se dire « Ah bah tiens, toi t'as peut-être vécu ça pendant ton adolescence. Ah bah moi aussi, en fait, vas-y, on comprend. C'est des épreuves de vie. T'as été plus ou moins impliqué, parce qu'il y a aussi des familles ou des groupes, tu vois, où on va vraiment te mettre à part de cette situation pour te préserver, ce qui là peut créer certaines frustrations parce que toi petite t'as envie de savoir ce qui se passe, et à contrario d'autres qui ont baigné dedans et qui se disent peut-être que j'aurais préféré qu'on me mette à part. Dans tous les cas, je pense que c'est le genre de schéma où peu importe ce qui se passe, on ne sera jamais satisfait de la place qu'on nous aura attribuée. Et selon toi, qu'est-ce que pourrait mettre en place l'État justement pour aider ces familles qui ont cette charge d'aidant? Alors, actuellement, j'ai pas en tête tous les dispositifs qui existent parce que moi, du coup, ça remonte à une dizaine d'années. Mais on parle beaucoup d'aidants directs, de type un frère, une sœur, un époux. Mais on parle pas assez du second cercle, entre guillemets. Et je pense que on devrait vraiment démystifier cet aspect d'aidant. En même temps, après, on reste quand même dans un système où déjà dans la partie secteur médical, c'est très compliqué. Voilà, il y a beaucoup de besoins, très peu. Alors, plus de besoins que de personnes habilitées à aider. Je pense déjà plus sensibiliser. Je pense dès le plus jeune âge, notamment sur des périodes, telles qu'au collège ou autre. Sensibiliser les enfants, mais aussi, je pense, sensibiliser de manière générale. Même à un enseignant, tu vois, qu'il ait en tête, en fait, l'enfant que tu vois devant toi, tu sais pas ce qu'il vit à la maison. Donc peut-être que son comportement turbulent que tu vois actuellement, c'est parce qu'en fait, chez lui, il est frustré et il est dépriorisé, il a pas l'attention nécessaire. Ou s'il a des mauvaises notes, c'est parce que peut-être il a pas le temps de faire ses devoirs. Ouais, je suis d'accord. Et toi, avec le recul, t'aurais aimé avoir un soutien psychologique, peut-être gratuit, tu vois, que l'État aurait mis en place? Ou tu penses que ça t'aurait pas aidé? Alors, je sais pas si ça m'aurait aidé ou non. Je pense que la question, ça aurait été plutôt est-ce que j'y serais allée ou non. C'est plutôt ça, parce que je sais qu'aujourd'hui, il existe des programmes où tu peux avoir des séances de psy remboursées, etc. Ouais, 10 séances remboursées. Et ce que je trouve déjà super. Après, faut trouver aussi le psychologue qui accepte de te prendre. C'est ça. Mais moi, je pense que ce que j'aurais aimé, c'était plus de transparence du côté médical, justement. Ah ouais, t'as l'impression que t'as été pas assez informée sur l'état de ta grand-mère, par exemple? Il y a certains moments, ouais, je trouve que l'on cachait vachement de choses. Et encore, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'ai quand même eu la chance d'en avoir un peu plus parce que ma maman était dans le corps médical. Mais c'est plus cet aspect-là où en fait, le corps médical, en tout cas dans ma situation, ils étaient vraiment les premières personnes, les interlocuteurs à nous donner des nouvelles, à nous dire voilà, aujourd'hui c'est passé ci et ça. Et en fait, on a du mal à comprendre et à boucler tous les éléments. Voilà. Ok. Et si tu pouvais revenir en arrière, est-ce que y a quelque chose que tu ferais différemment, tu penses, ou non? Si je pouvais revenir en arrière en étant un peu plus âgée
Parce que j'étais très jeune à l'époque, j'aurais souhaité plus m'impliquer dans cette aide et aussi peut-être plus sensibiliser par exemple mon grand-père sur ce rôle d'aidant où tu vois, on dit souvent que l'aidant part avant l'aider. On l'entend, enfin tout au long de ces 10 ans on l'a entendu énormément. Ah ouais? Ouais. Je savais pas ça. On dit souvent ça et on se dit oui et tu vois en fait... Pourquoi? Parce que c'est tellement une charge mentale que... selon les situations, ça peut être une charge mentale, physique, et en fait, ton corps s'épuise. Et j'aurais aimé dire, en fait, accepte à un moment, même si c'est compliqué, l'aide des autres. N'aie pas peur, parce que ça a été un gros sujet, moi, dans ma famille, à un moment, d'accepter une aide extérieure. Ouais. Parce que tu te dis... C'est toujours compliqué de faire rentrer quelqu'un chez soi, quoi. Ouais, faire rentrer quelqu'un chez soi, et puis, en fait, c'est une forme d'acceptation de la situation. Et je pense, ça serait lui dire, accepte la main qu'on te tend. C'est pas toi qui a mal joué ton rôle d'époux, c'est qu'en fait au bout d'un moment c'est factuel, la maladie prendra plus de place qu'autre chose et accepte cette main tendue pour pas que ce soit au détriment de ta propre santé. Ok, et toi ça a changé ou ça a construit ta vision de la solidarité justement? Alors solidarité, c'est-à-dire solidarité entre les gens, genre l'entraide, parce que t'as direct, il y a quand même plein de personnes qui sont bon, déjà vous viviez tous ensemble, c'est déjà que ta mère, il y avait ce lien qui était très fort, parce qu'il y a quand même des personnes âgées, on en voit plein qui sont tout seuls, donc t'as déjà une relation particulière, je pense, avec le fait d'être solidaire en fait. C'est vrai que je suis assez sensible à ça, mais plus sur la partie de personnes seules. C'est aujourd'hui, tu vois, s'il y a vraiment quelque chose qui me touche, une cause auquel j'accorde beaucoup d'importance, c'est vraiment les personnes âgées isolées. Ouais. Alors, on peut en retrouver dans des zones urbaines comme Paris. Donc ça t'a touché quand même. Ouais, ça m'a touché, ça me tient à cœur en fait. Je me dis, ma grand-mère et mon grand-père ont eu la chance d'être entourés. Mais combien de personnes tu peux voir aujourd'hui, surtout en zone rurale, quand tu es à 10 km du village le plus proche, que tu peux plus conduire, que la seule personne qui rythme ta journée, c'est le facteur qui passe. Donc je pense qu'au niveau de la solidarité, du coup, ça... non mais... Ça m'a fait rire, le facteur. Mais c'est, dans la réalité des choses, c'est vraiment ça, tu vois. Il y a je sais pas combien de milliers de personnes âgées, personnes isolées, leur seul lien social, c'est le facteur qui va passer. Et c'est pour ça que, tu vois, moi aujourd'hui, il y a une association qui me tient énormément à cœur, c'est Petits Frères des Pauvres, qui justement veille qui met en place des choses pour les personnes âgées isolées. Et on oublie beaucoup ces aspects-là. Toi, t'aimerais bien t'engager dans ce type d'association ? Alors, je m'y suis déjà intéressée, j'ai déjà réfléchi. M'y engager humainement parlant aujourd'hui en termes de temps, ça m'est très compliqué. J'imagine. Mais en termes de cause, tu vois, j'ai suivi là un petit peu ce qu'ils faisaient sur la fin d'année. Ils organisent des événements pour les personnes qui passent Noël seules et autres. Ouais, Nouvel An et Noël, ouais. Des moments où justement on pense que tout le monde est entouré alors que beaucoup de personnes sont seules. Donc j'ai commencé à m'y intéresser et c'est quelque chose qui, j'espère, je pourrais m'engager plus m'engager quand j'aurai un peu plus de temps. Mais j'apprécie beaucoup leur démarche. Ouais. Et toi, dans ton rôle de famille, justement, tu te vois t'occuper, si besoin, t'occuper de ta mère jusqu'au bout comme elle l'a fait avec ta grand-mère ? Ouais, j'ai grandi dans cette image. Pour moi, je peux pas ne pas... Ouais, c'est... Pour moi, la question ne se pose même pas de voir... c'est la personne qui s'est mise au monde. C'est au-delà d'une relation mère-fille ou autre. Mais en fait, ça se fait avec le cœur et je pense qu'on peut difficilement se forcer. Quelqu'un qui est confronté à une situation comme ça, si elle veut pas aider, qu'elle a pas un minimum d'amour ou d'envie, elle le fera pas. Parce que t'es pas obligé d'aider en vivant 24 heures sur 24 avec la personne. Il y a plein de moyens d'apporter une présence ou une aide. Et non, clairement, la question se pose même pas pour moi. Donc toi, t'es fille unique ? Ouais. Et vous êtes proches là en ce moment avec ta mère ? Ouais. Genre tu vas la voir souvent et tout ? J'y vais dès que je peux, parce que ma mère du coup n'habite pas à Paris, elle habite à plusieurs centaines de kilomètres. Mais j'essaye un maximum effectivement de rentrer pour la voir, parce que
pour moi, c'est important, quoi. C'est, je pense, le lien relationnel le plus fort que je puisse avoir dans ma vie. Ouais, vous avez l'air, en tout cas dans ce que tu me racontes, d'avoir une relation hyper saine. Enfin, c'est ce que je ressens, en tout cas, en parlant avec toi. C'est grave mignon, je trouve. Ouais, c'est trop gentil, ça fait plaisir. Mais c'est qu'on a mené beaucoup de batailles ensemble, quoi. Et ton père, vous êtes pas proche du tout ? Non. Ok. Non. T'as pas envie d'en parler ? Non, pas nécessairement. Non. Ok, je comprends. Et sinon, quel message t'aimerais transmettre, toi, à un jeune qui vit un rôle de jeune aidant comme toi, t'as pu vivre à l'époque ? De pas avoir peur d'en parler, pas avoir peur de s'entourer, dans la mesure du possible, de pas tomber dans le renfermement, parce que ça va très très vite de se renfermer et au final tu n'arrives plus à extérioriser, et à ce moment-là tu peux vraiment imploser, très clairement. Vraiment en parler à des proches, que ce soit des amis, la famille, juste voilà, une personne avec qui tu entretiens une relation saine. Des fois ça fait du bien de décharger un petit peu. Ouais. Et vraiment ne pas non plus s'oublier. Okay. Parce que souvent un aidant s'oublie et toujours un peu garder une petite part de temps pour soi dans la mesure du possible. Mais il y a de ça aussi dans l'aidant. C'est souvent les personnes qui aident énormément les autres, c'est pour ne pas trop penser à soi-même. Ça, je l'ai souvent remarqué. Donc il y a un peu de ça, ouais. Et ta mère, elle avait pas de frères et sœurs ? Si, elle a un frère et une sœur. Ok. Et eux, ils étaient moins concernés par... Alors, c'est qu'il y avait déjà une distanciation géographique qui faisait que, par défaut, ma mère, vu qu'elle habitait avec mon grand-père et ma grand-mère, elle était directement sur place. Donc, elle était plus en capacité d'agir, entre guillemets. Ouais. Et surtout dans des besoins comme nous, on avait, la distanciation géographique était très compliquée. Mais ils ont fait en sorte d'entretenir... Okay. Enfin, voilà, d'être présents comme ils le peuvent. Mais il n'y a pas eu de frustration entre les frères et sœurs ? Ça, je sais pas trop. J'ai pas vraiment eu l'occasion d'en parler avec le frère et la sœur de ma mère. Okay. Moi, je t'avoue, j'étais plus un peu dans ma démarche avec mes œillères. Je le fais... moi, en tout cas, je suis présente parce que je le fais pour mes grands-parents et pour ma mère. Après, je me suis jamais trop posé la question dans un cercle plus large. S'il y a eu des frustrations, mais en même temps, après, on ne m'en a pas parlé non plus. Enfin, je ne l'ai pas entendu parler autour d'une table, que je ne vais pas faire des suppositions. Ce qui est plutôt sain, de pas mettre les enfants dans les histoires d'adultes, entre guillemets, quoi, je trouve. Oui, après, je pense que c'est pas franchement dans une démarche de ne pas mettre des enfants dans des histoires d'adultes, parce que je me suis retrouvée, moi, dans un rôle d'adulte. Ouais. Confrontée à des situations que j'aurais préféré ne pas rencontrer. Pour le coup, je ne serais pas capable de te dire aujourd'hui si c'est par un manque d'implication ou par un déni, parce que tu as quand même aussi une grosse phase de déni, que leur présence n'a pas forcément été aussi autant importante que ma mère, quoi. Ok. Merci beaucoup Chelsea d'avoir partagé ton expérience, c'était super intéressant et je pense que ça aidera beaucoup de jeunes parce que c'est un sujet dont on parle pas assez mais dont on va parler puisque je vais faire plusieurs épisodes là-dessus. Merci Marion, merci Jeune et Brillant. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant, le podcast en partenariat avec le média MCE. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ne manquer aucun épisode.